Bonjour tout le monde. Le scandale SACLIC, attribuable absolument à la mauvaise gestion de la coalition Avenir Québec, a des conséquences importantes au plan financier, fiasco de gens qui doivent attendre, de gens qui se voient retirer leur permis. Tout ça par précipitation, mauvaise gestion. Alors j'imagine que le premier ministre va convoquer son ministre parce que ça ne fonctionne pas. Ça semble être la logique aujourd'hui. J'ajoute qu'il n'est pas beaucoup de gêne de la part du gouvernement avec ça. Le seul ministre qui est envoyé dans Terrebonne jusqu'à maintenant, c'est Éric Kerr. Alors, je ne sais pas si on lui parle de la SAC, là, mais il va en entendre parler aujourd'hui. Donc, ça touche les automobilistes. C'est pas attribuable ni à Donald Trump, ni à d'autres conjonctures. Ça, c'est vraiment caquisme, c'est historique. Un scandale financier qui fait rager les citoyens. On reçoit des messages de gens qui se disent, écoutez, c'est très long, on sait que ça coûte cher à l'État, puis en plus, dans certains cas, ça a été rapporté qu'il y a des gens qui ont été retirés du chemin parce qu'ils n'avaient plus leur permis. On va aussi déposer une motion en santé demandant au gouvernement du Québec de poser un geste fort pour mettre fin à l'omerta en santé. C'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses de santé pourront enfin s'exprimer sans peur de représailles lorsque la santé de la population est en jeu, lorsque les codes ne sont pas en place. C'est important pour nous que ce message-là soit envoyé présentement avec ce qui se passe partout dans le réseau. Il y a quelques années, la ministre Danielle Mécan vous avait indiqué qu'elle souhaitait mettre en place un mécanisme pour s'assurer qu'il n'y ait plus de représailles, que c'était terminé. Moi, je ne le connais pas, ce mécanisme. On a fouillé ce matin. C'est pas clair chez les travailleurs et travailleuses de la santé. Donc, par motion, le gouvernement pourra réitérer que les travailleurs et travailleuses de la santé pourront s'exprimer librement, y compris auprès de vous, auprès de nous, de façon publique lorsqu'il y a vraiment des enjeux qui mettent en danger la population. Donc, c'est les deux thèmes que je voulais vous présenter. Et le chef du Parti québécois en a un autre. Plusieurs autres. Ah oui? Merci, Pascal. Donc, on parle de mauvaise gestion et de mauvaise utilisation des fonds publics dans SACLIC. Simplement revenir sur les 15 millions de dollars que le gouvernement vient de dépenser pour avoir plus d'écrans dans nos écoles. Une augmentation de 23 % alors qu'on consacre des mois et des mois, beaucoup trop de temps pour une commission parlementaire pour apprendre des choses qu'on savait déjà, là, à savoir l'impact des écrans sur la santé mentale, la santé physique et les troubles d'apprentissage. Donc, un autre cas de gaspillage de fonds publics et d'incohérence, de mauvaise gestion de la CAQ. Avant de commencer sur vos questions, juste un mot sur Mark Carney, qui multiplie les entrevues et la visibilité médiatique. Et hier, il disait la chose suivante, c'est pas anodin. Ça prend une seule économie canadienne, pas 13 économies canadiennes. Ce sont des propos qui ont le mérite d'être clairs et qui s'inscrivent totalement dans la vision de Justin Trudeau et de Pierre Elliott Trudeau du Canada, qui est celui du non-respect des champs de compétences des provinces, de l'intégration et de la centralisation des pouvoirs au Canada, au même moment où on impose aux provinces des changements démographiques importants au nom de l'initiative du siècle, initiative avec laquelle Mark Carney ne semble pas avoir de problème. Donc, simplement de surveiller. Puis le Parti québécois s'est montré très ouvert là où les échanges interprovinciaux peuvent être améliorés lorsque ça n'attaque pas le français et les pouvoirs décisionnels du Québec. Mais Mark Carney semble vouloir s'inscrire dans le trudeauisme, la continuité de l'empiètement et du non-respect des champs décisionnels du Québec. Donc, c'est à surveiller. Autre chose à surveiller, un grand reportage d'enquête de Marie-Maude Denis sur la question du fentanyl. Ce matin, je lisais Romain Chuet, et c'est important parce que c'est une prise de position du Parti québécois le 22 janvier dernier qui avait amené beaucoup de commentaires. Romain Chuet qui dit « Non, le fentanyl n'est pas un faux problème au Canada ni au Québec. Les saisies à la frontière ne montrent pas la réalité. » C'est ce qu'on tweetait les 22 et 23 janvier dernier suite à nos propres travaux à l'interne pour comprendre cet enjeu-là. Donc, à suivre, un reportage qui me semble quand même très important. Vous avez moins peur de Pierre Poilievre? Que? Bien, de Mark Carney. Vous mettez en garde les Québécois contre Mark Carney. Donc, vous avez moins peur de la politique de Pierre Poilievre. Sortez-moi pas, on va devenir un pays, là. C'est pas fait, puis il va y avoir un gouvernement canadien encore à la prochaine élection. Laissez-moi vous faire plaisir, on va devenir un pays. Un jour, mais pas en 2025. Et dans l'intervalle, j'ai malheureusement eu une belle correspondance avec Pierre Poilievre qui s'est présenté comme un champion de l'autonomie des provinces. Et donc, puisqu'il m'avait interpellé, vous vous souviendrez que je lui ai écrit 6 questions super pointues et il ne m'a pas répondu.
Donc, Pierre Poilievre, sur ces questions-là, demeure un gros point d'interrogation. Des fois, poser la question, c'est y répondre. Dans le cas de Mark Carney, en fait, il affiche son ambition de poursuivre l'œuvre de Justin Trudeau en termes de centralisation et d'empiètement. Je pense que ça vaut la peine de le souligner dans le débat qui est en train de s'installer sur ces questions-là. C'est pire, M. Carney, que M. Poilievre? J'ai pas de comparaison à faire. C'était pas le sens de mon propos, mais simplement... Pour le Québec, oui, sur Mark Carney. Et ça vaut la peine... Non, c'est pas que je suis inquiet, c'est que je note cette déclaration-là qui n'est pas anodine. Et souvent, quand un nouveau joueur en politique obtient de la visibilité médiatique, ça peut être un peu bonbon. Et lorsque j'entends des choses qui ne sont pas du tout bonbons et qui posent potentiellement des enjeux pour la capacité décisionnelle du Québec et le respect de la spécificité linguistique du Québec, évidemment que je le souligne. Vous n'êtes pas en train de vous ingérer là, en ce moment dans la course à la chefferie libérale, dans l'avenir politique? Ça m'intéresse pas assez pour ça. Ça m'intéresse pas assez pour ça. Moi, je vais intervenir lorsque j'entends des déclarations qui qui visent directement les intérêts du Québec. Et un phénomène quand même sur lequel je suis intervenu souvent dans le cas de Justin Trudeau, c'est-à-dire cette centralisation à travers le pouvoir de dépenser du fédéral notamment, mais à travers toutes sortes d'interprétations de la Constitution canadienne qui sont en fait une fraude de la Constitution canadienne. Elle n'est pas respectée, cette Constitution-là. C'est pas un anodin que Mark Carney dise « Moi, je vais continuer cette... fausse interprétation de la Constitution canadienne en faisant une seule économie canadienne, en faisant fi des pouvoirs décisionnels des provinces. » Je pense qu'il faut le noter. Qu'est-ce qui se passe avec le Bloc, là? Vous êtes déçu qu'il ait cherché Alexis Deschênes, par exemple? C'était un candidat sur lequel vous misiez pas mal? Vous faites référence au mémo interne? Écoutez, c'est un mémo interne, c'est une mise au point. Je pense que la mise au point est nécessaire. Elle est fondée sur des constats, des faits. Et c'est parce que ça a lieu dans un contexte assez rare de chevauchement électoral. On s'en va bel et bien vers un chevauchement électoral. Même, je me demande si, dans une situation comme Terrebonne, c'est pas exclu qu'on ait une avalanche de pancartes les unes sur les autres, s'il y a un déclenchement hâtif, comme Mark Carney, à nouveau, semble vouloir le laisser entendre. Donc, rappelons que notre campagne va très bien, mais rappelons la taille du Parti québécois en nombre de députés. Ce chevauchement valait une mise au point. Je pense que le mémo est clair. Puis, c'est pas ça la question. Ça vous a irrité un peu, ces démarches-là, sans que vous le sachiez? Non, je pense que le mémo parle de lui-même. Je n'ai rien à rajouter, à part que le mémo est clair, puis sollicite le soutien de nos bénévoles dans une bataille dans Terrebonne qui est quand même très importante. Craignez-vous des tentatives de maraudage? Parce que dans le mémo, la directrice générale du Parti québécois demande aux membres du PQ de l'avertir s'ils entendaient parler de quoi que ce soit d'autre. Est-ce que vous craignez des tentatives de maraudage de la part du Bloc québécois dans l'éventualité d'une campagne anti au fédéral? Je n'ai pas de crainte. Le mémo ne parle pas de maraudage, mais parle d'un certain nombre de situations. Puis c'est une mise au point qui devait être faite. Mais... Est-ce que ça a été entendu? Est-ce que vous avez eu des conversations avec M. Blanchet depuis? Moi, je ne rendrai pas public les discussions, là, mais je ne rendrai pas public les discussions internes sur ce sujet-là. Le mémo parle de lui-même. Là. Je vous réfère à l'article. Moi, je n'ai rien à rajouter. Est-ce que vous entendez bien avec M. Blanchet? Je ne rendrai pas public un certain nombre de discussions qui ont rapport avec ce mémo-là. Le mémo parle de lui-même. Mais peu importe le mémo, là, est-ce que vous entendez bien avec M. Blanchet? J'ai eu des discussions sur cette situation-là, mais je ne compte pas rendre public les éléments. Laurent Gaspésie, êtes-vous déçu d'avoir perdu M. Deschênes? Bien, je ne le perds pas tant que ça parce que je vais pouvoir voter pour lui, parce qu'il est candidat au fédéral dans une immense circonscription qui va de Matane aux îles. Alors, je vais voter pour lui. Vous n'avez pas aimé ça l'avoir dans votre équipe à la place avec vous? Je pense que dans Bonaventure, on va gagner en 2026. Je regardais encore les chiffres récemment, l'état de l'organisation. On aura une excellente candidature à présenter. Puis les gens sont libres de leur choix. Dans l'Est du Québec, Alexis était candidat pour nous. Il est pour le Bloc.
Les deux organisations ont un objectif commun, c'est l'indépendance du Québec. Puis au plan de la logistique, parfois, il y a des enjeux. C'est le cas du mémo, mais je m'en fais pas autre mesure. Là, je n'ai fait là, des élections. C'est puis, un ancien membre de votre exécutif, là, M. Deschênes, là, qui fait le saut au fédéral. Oui, mais, c'est un pressé. On en reçoit pas mal des candidatures. Pas là, le chiffre mieux que moi, là, mais on a vérifié ce matin. Là, c'est pas ça qui manque. Hey, si votre question, c'est au sens de vous inquiéter de la qualité de nos candidatures en 2026, on va avoir une excellente candidature. On a déjà 400 CV en attente. Ma question, c'est est-ce que vous êtes déçu qu'Alexis Deschênes ne se présente pas pour vous, mais pour le Bloc québécois à la place? J'ai de l'appréciation, vraiment de l'appréciation pour Alexis Deschênes. Et je pense que le mémo porte davantage sur certaines pratiques qui, en contexte de chevauchement électoral, ne peuvent pas fonctionner. Oui. Quelle est la qualité de vos relations avec Préférez-vous au mémo, c'est super clair dans l'article. Quelle est la qualité de vos relations avec M. Blanchet? Ouais, j'ai compris le sens de vos questions ce matin. Si votre objectif, c'est que je rende public les discussions internes entre le Bloc et le Parti québécois, je ne le ferai pas. Donc, c'est pas ça nos questions, M. Saint-Pierre Plamondon. Nos questions, c'est à savoir si vous avez une bonne relation avec M. Blanchet, oui ou non. On a des enjeux d'arrimage, à l'évidence. Mais si demain matin, il y a une élection, je vote Bloc. M. Carney est-il un allié ou un adversaire du Québec, d'après vous? Bien, il s'inscrit dans le Parti libéral du Canada tel qu'on l'a connu sous Justin Trudeau, et c'est un parti qui est hostile aux intérêts du Québec. Je ne sais pas comment le placer différemment. J'ai testé, pour faire suite à la question de tantôt, j'ai testé Pierre Poilievre qui, lui, se vantait d'être respectueux des provinces. Et quand on pose des questions sur n'importe quelle marque de respect, en fonction des demandes de la CAQ, je n'ai même pas pris les nôtres. J'ai pris les demandes de la CAQ juste pour voir si Pierre Poilievre pouvait s'engager à quoi que ce soit. Ça a été un autre zéro. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'un régime canadien dont il faut sortir. Puis je sais que, des fois, sur le plan journalistique, vous ne voulez pas entendre comme réponse qu'un jour, on sera indépendant. Mais je suis obligé de vous dire que c'est un régime et que ce soit bleu ou que ce soit rouge, notre poids dans le Canada ne fait pas en sorte qu'on sera une priorité pour les conservateurs ou les libéraux. Ce qui était particulier de M. Carney hier, c'est qu'il déclare une forme d'hostilité aux compétences des provinces de manière explicite. Ça, c'est un niveau quand même que j'avais pas vu depuis, depuis Justin Trudeau, là, donc ça s'inscrit dans la même lignée. Vous avez diffusé une vidéo hier, justement, sur le sujet des vous questionnez notamment l'état post-national de Justin Trudeau. M. Skeet, le ministre, a répondu en disant que vous manquiez de jugement. Je me demandais... Ça semble lui... Bon, donc, je me demandais d'un, pourquoi avoir fait cette vidéo-là? C'est quoi l'objectif? Puis de quelle façon un Québec indépendant, par exemple, aurait moins de dépendance avec les États-Unis? C'était un des points dans la vidéo que le Canada va créer cette dépendance-là, alors que les souverainistes ont toujours été favorables à l'époque aux accords de libre-échange. Tout ce qui se trouve dans la vidéo est le reflet de ce que le chef du Parti québécois dit. Chacune des phrases, je les ai entendues, on y ajoute des images, on met ça bout à bout. C'est l'essentiel, on ne cache pas qui on est. Quant à M. Skeet, j'ai lu son tweet hier où il dit que c'est mal avisé. Je veux dire, il n'y a rien qui va convaincre M. Skeet. Il a déjà indiqué dans les pages du Journal de Québec qu'il regrettait de ne pas avoir participé au Love-In en 1995. Alors, on ne va pas le convaincre de la justesse d'un Québec indépendant. Il fait partie de l'aile fédéraliste de la CAQ, puis en autant qu'ils sont tous fédéralistes, ils ne sont pas indépendantistes. Ceci étant dit, je pense que les gens respectent ceux qui s'affirment et qui se présentent tels qu'ils sont. J'ai assez d'expérience en politique pour vous dire que c'est ce qu'ils apprécient et ça se reflète dans l'engouement qu'on sent face à notre franchise, notre volonté de ne pas cacher qui on est et ça plaît aux gens. Donc, c'est en droite ligne avec ce que j'entends en privé et en public du chef du Parti québécois. Qu'est-ce que les dérives post-nationales de Justin Trudeau, c'est ce que les termes que vous utilisez, changent à la situation actuelle vis-à-vis des États-Unis? Le Canada a passé 10 ans à moraliser tous les pays dans le monde, à chaque fois qu'il y avait une occasion, sur la vertu canadienne et sur notre modèle canadien qui est supérieur. Ça, puis les bas de Justin Trudeau ont mené à une détérioration de notre réputation internationale. L'approche post-nationale de Trudeau prônait également l'abolition effective des frontières. Le chemin Roxham étant l'exemple le plus clair. Justin Trudeau qui dit « frontières ou pas,
Peu importe vous êtes où dans le monde, le Canada vous attend. On a créé donc de toutes pièces une situation ingérable à la frontière pendant que les ressources de gestion de la frontière et les ressources sur le plan militaire, deux sujets irritants pour les États-Unis sous Obama et sous Biden, ont été laissés à l'abandon. Donc, lorsqu'on évalue en date d'aujourd'hui la qualité de nos relations diplomatiques avec les États-Unis, force est de constater que les dérives idéologiques et les lubies moralisatrices du Canada de Justin Trudeau ont mené à un contexte de négociation très difficile au point où on ne sait pas où placer Justin Trudeau en ce moment. Là. Ce sont les provinces qui s'arrangent elles-mêmes en sachant très bien que le lien avec les États-Unis, si ça passe par Justin Trudeau, est impossible. Et ça a amené à la cacophonie qu'on décrit dans cette vidéo là, qu'on a vue, une cacophonie d'intérêts irréconciliables et des premiers ministres en panique qui, malheureusement, aussi des fois mélangent électoralisme et diplomatie, ce qui est une très mauvaise idée. Il y a le budget du Québec qui s'en vient bientôt, là, puis je voulais un peu voir la position de chacun des partis. Vous, est-ce que vous souhaitez un plan de retour à l'équilibre budgétaire, puis est-ce que le Parti québécois là, va avoir bientôt, en tout cas avant les élections, un plan clair de retour à l'équilibre budgétaire en disant où est-ce qu'on veut couper, quelles sont les nouvelles sources? C'est sûr qu'évidemment qu'on se présente à l'élection avec un plan comme celui-là. Là, maintenant, la CAQ a déjà, vous me corrigerez, mais la CAQ a déjà un plan de retour à l'équilibre budgétaire. On doit le présenter au budget. Prochain budget. OK. Parce que moi, je pensais que l'engagement existait déjà du côté de la CAQ, et là que la CAQ... C'est la loi. Ah, c'est ça. OK, je m'excuse. Donc, je recommence. L'engagement, j'ai vu M. Girard maintenant vouloir potentiellement revenir sur cet engagement-là. Revenir sur la loi. Revenir sur la loi. Et dans quel cas, moi, ce que je vous soumets, c'est dans les centaines de millions en subventions aux entreprises qui ont donné lieu à certains événements regrettables. Dans également l'élargissement de la bureaucratie et des contrôles administratifs pendant que les services reculent, la CAQ n'a pas dit la vérité à la population, a manqué à ses engagements. Donc, je vais demander à la CAQ d'écouter la CAQ sur au moins quelques affaires, puis on regardera si on arrive à des déficits qui sont acceptables. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas tant le retour à l'équilibre budgétaire qui est le sujet, que les risques de décote du Québec avec les conséquences financières si on mélange gestion horrible des finances publiques comme le dernier déficit historique de 11 milliards avec une récession économique, ce qui n'est pas exclu, étant donné les intempéries et l'imprévisibilité actuelle. Moi, c'est ça qui me préoccupe le plus. Est-ce que la CAQ n'est pas en train de nous placer dans une situation de vulnérabilité qui pourrait mener un jour à une décote du Québec et donc à des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés? Face à ça, bon, je sais que Luc Godbout évalue qu'il y a un déficit structurel, c'est-à-dire qu'au-delà de la conjoncture, on a plus de programmes qu'on a de revenus, là. Donc, mais vous seriez quoi plus favorable? Est-ce qu'on respecte la loi et qu'on a un plan clair de retour à l'équilibre budgétaire et qu'on fasse des coupes ou qu'on augmente les revenus? C'est ce que vous souhaitez? Je suis très réfractaire à couper dans quelconque service à la population. Je suis ouvert à revoir les subventions, le bar ouvert de subventions à la grande entreprise. Je pense qu'on doit également revoir les contrôles bureaucratiques, puis on doit laisser travailler les gens, que ce soit en santé, en éducation ou les entreprises. Et je prône depuis des années que ce qui était un déséquilibre fiscal dans les années 90 est rendu une situation d'asphyxie fiscale. Si on avait eu les 6 milliards de transferts en santé que François Legault prétendait récupérer, on aurait 5 milliards de plus. On en a eu 1 sur 6, là, donc on aurait 5 milliards de plus et on n'aurait pas cette discussion-là en ce moment. Mais vous ne pouvez pas, à long terme, avoir la moitié ou presque la moitié de vos impôts qui va à un gouvernement de trop qui dédouble tout ce qu'on fait et faire face au vieillissement de la population, à la hausse des problèmes de santé mentale et la hausse des besoins créés notamment par une vague migratoire créée entièrement ou presque par le fédéral. Donc, ça ne balance pas. Donc, l'indépendance du Québec et le rapatriement des 80 quelques milliards de dollars va devenir également une question de survie pour les services à la population, sans quoi c'est illusoire de penser qu'avec la moitié de nos impôts, on peut répondre à toute cette demande. Donc, un retour à l'équilibre budgétaire, pas à tout prix. On ne doit pas couper les services, donc ce n'est pas un retour à l'équilibre budgétaire. On va laisser la CAQ faire le détail de son engagement, et pour ce qui est de nos orientations en matière d'équilibre budgétaire, ce sera évidemment étayé dans le contexte électoral, une fois qu'on verra ce que la CAQ laisse
Mais malheureusement, à date, ce que la CAQ a laissé, c'est le pire déficit de l'histoire du Québec. Donc, vous me permettrez de faire nos devoirs. Mme Guilbeault a dit hier que tout allait bien là, dans le déneigement, pas sûr, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, puis elle vient de convoquer le REM, Alstom, CDPQ, Infra, en disant, là, ça fonctionne plus, les gens se sont laissés sur le... D'abord, à mes compatriotes de l'Est du Québec, là, de Rivière-du-Loup jusqu'à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, s'il y a des gens qui sont présentement sur le bord d'une route, qui n'ont pas d'endroit où être hébergés ou pour trouver de la chaleur, vraiment, là, aller le plus près possible, là, ça peut être des situations dangereuses. On m'a rapporté des situations là, où il y a des gens qui sont en détresse, qui ont plus de la possibilité d'utiliser leur cellulaire. Donc, c'est un long tronçon, c'est dangereux. D'ailleurs, c'est pas étranger au fait aussi qu'on veut prolonger l'autoroute 20 pour améliorer la fluidité puis donner une alternative. Il y a de ça. Quant à Mme Guilbeault, qui convoque les responsables du REM, comme Christian Dubé, lui, qui envoie là, des consignes à Santé Québec, c'est assez particulier, cette façon de toujours dire, bien, nous, on commente l'actualité. Tu sais. C'est des ministres qui ont choisi de l'être, qui sont heureux de l'être, donc il y a une responsabilité qui vient avec. Puis je soumets qu'aujourd'hui, il y a un endroit où ça devrait bouger. J'imagine que le ministre Éric Kerr devrait être convoqué au bureau du premier ministre. Ils prendront une décision sur c'est quoi la suite des choses pour la SAQ. Là. Ça, c'est attribué à personne d'autre que la CAQ. On a perdu de l'argent, les gens ont perdu du temps. Ça a une valeur dans une vie, ça, perdre du temps. Les gens qui se sont vus retirer sans aucun motif leur permis de conduire. Ça, c'est un fiasco, mais ils ne veulent pas trop en parler aujourd'hui. Bien, nous, on va en parler. Je trouve ça... C'est pas Mme Guilbeault, le responsable de la Société d'assurance automobile du Québec? Oui, mais ils ont mis M. Kerr en vitrine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les gens avaient à lui dire dans le porte-à-porte à Terrebonne. Je ne sais pas comment interpréter le fait que le seul ministre qu'on a envoyé dans Terrebonne, c'est M. Kerr, mais je l'invite à y retourner et je pense que les gens auront davantage de questions. Par exemple, trouvez-vous ça normal, ce qui se passe avec le REM? Bien sûr que non. J'étais à Montréal en fin de semaine, puis j'en ai entendu parler beaucoup. Alors, le REM, c'est la responsabilité de Québec. Et il y a une ministre responsable. Est-ce que je pourrais juste un instant vous entendre sur la sortie des chaînes de restauration du Québec, des grosses chaînes, qui dénoncent là, les tarifs d'éco-entreprise Québec pour la collecte sélective. Il va faire en sorte que ça va augmenter les prix des restaurants. C'est la question. Mme Guilbeault has called in CDPQ, Infra and Alstom. Do you think we're getting our money's worth from this REM service, and what do you think needs to be done to improve the service? Not much to say, but it should work. We put a lot of million in it. It's a strong symbol of what Montreal is all about. It's about mobility, and the government fails so. Minister Guilbeault decided to ask the responsible people to come and explain what they have to do, but she's in charge. She's still in charge, so we're going to have some tough questions for her as well. But what specifically could Madame Guilbeault have done differently with the REM to get ahead of the situation? What could have prevented it? She's in charge. She should be aware of the potential problems, so she's in charge. And people waiting this morning in cold, waiting to go to their job, they ask us what's going on. We're going to take their question and their bad words sometimes and tell them to the minister. People losing time are in the cold in bad condition. It's not a good day for mobility in Montreal right now. But what does that tell you if CDPQ Infra wants to take on the tramway, for example, with rough winter conditions in Quebec City? Everybody is aware that there's still winter in Quebec right now, so let's inform them that the winter is coming every single year, so they should adapt to that. I understand that Madame Guilbeault is responsible for the REM, but big time. I'm still just trying to understand. Was the REM a mistake? What exactly? She's in charge. She should operate the best way she can. She's in charge. She decided to be a minister. She's pretty happy about it. That's her job. But what does we do our job. Just more specifically, what does that mean? What does doing her job look like in your view? Do what you have to do. You're in charge. So it has to work every single day. That's my final word. Okay, SACLIC. We knew that now we have a proof with this report that Radio-Canada has obtained that they were
red flags, many red flags before it was put into operation. So what are your questions today to clarify again the situation? They knew since the beginning that was like a flip. We're going or we're not going. They decide to go. We lose a lot of money, millions. We waste a lot of time for the citizen. And some people even lose their permit for bad reason. Their license? Yeah. Driving license. There's a report in Radio-Canada called La Facture about that. A citizen from my riding, from Amqui, she was in this program. So Eric Kerr is in charge and is in charge to make campaign too. He's at double duty. In Terrebonne. Doing fiasco and doing door-to-door on the same time. If I may, on this one, like, the Saclic case is the typical figure of CAQ mismanagement. It's over-political. They have warnings. They don't care. They don't put effort in doing some rigorous work. It's done on the corner of a table. And recently, yesterday, we were learning the same thing about screens and computers in schools. We are doing right now an audit and a commission on the fact that screens in school will bring health and mental health issues for our students. It's been taken out of most schools and many schools in many countries in Europe. What is the CQ doing? Mismanagement of public funds. We're sending $15 million in more screens while we're working here on reducing those screens. It doesn't make any sense, and it's just this constant way at the CQ of not being on top of your own file, of not taking care. The Auditor General will bring her own report on Saclic on Thursday. Yes. Minister Guilbeault was responsible because the SAC is under her responsibility. Kerr is responsible because of all this transition, digital transition. But what should happen in regards to this report that we see today with Radio-Canada and what will come up with the Auditor General? Should they lose their job? Let's have that conversation on Thursday. But your question is very relevant. Who's accountable? It's like for the healthcare system right now. Like you see, like nurses and services being cut everywhere in Quebec. Nobody's accountable, and that's short term. Maybe Terrebonne will be an answer to that. Because bottom line in politics, if nobody's accountable, you are accountable at the moment of an election. Merci beaucoup. Merci. Sorry. No.